Cet épisode est réalisé en collaboration avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et le regroupement Naissance Respectée, aussi connu sous le nom de regroupement Naissance Renaissance, RNR. Vous entendrez dans ce balado des témoignages de femmes parfois difficiles à entendre et nous préférons vous en avertir. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cet épisode autour des violences obstétricales et gynécologiques. C'est en 2014 que plus de 7000 femmes ont dénoncé en 24 heures les violences qu'elles ont subies lors de consultations en gynécologie ou lors de leur accouchement. Des commentaires déplacés sur leur physique, des examens vaginaux brutaux parfois pratiqués sans leur consentement, des propos sexistes et des actes de maltraitance. En 2015, le feu a été mis aux poudres lorsque des documents de la faculté de médecine de l'Université de Lyon-Sud ont été publiés révélant qu'il est attendu, dans le cadre de leur formation, que les étudiantes et les étudiants en médecine pratiquent des touchés vaginaux sur des patientes endormies au bloc opératoire sans leur consentement. Toutes ces pratiques qui bafouent les droits des femmes sont ce que l'on nomme des violences obstétricales et gynécologiques, des formes de violences systémiques, institutionnelles et genrées qui se situent sur le continuum des violences sexuelles. Plusieurs pays d'Amérique latine se sont d'ailleurs dotés de lois qui condamnent cette appropriation du corps et du processus reproducteur des femmes par les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Au Québec, c'est un peu plus de 83 000 naissances qui ont lieu chaque année et de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les mauvais traitements subis lors de l'accouchement et lors de consultations en gynécologie. À l'été 2019, le regroupement Naissance Respectée a lancé une campagne d'appel à témoignages sur le site stopvog.org qui a recueilli au-delà de 200 témoignages. Les témoignages de femmes qui ont vécu des violences obstétricales et gynécologiques se multiplient à travers la province. Bonjour, je suis Aïssatou Sidibé, infirmière clinicienne. Je suis également présidente et la fondatrice de l'association Vivre sans fibrome. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un cas de violence gynécologique que j'ai subi lors de ma première hospitalisation. J'ai été hospitalisée en novembre 2013 ainsi qu'en décembre 2013 pour 2 hospitalisations suite à un problème de fibrome utérin et de thrombophlébite. Et en fait, je me souviens d'un cas qui a été très difficile pour moi lors de ma deuxième hospitalisation. J'avais eu énormément de douleurs suite à une thrombophlébite que j'avais eue au niveau de la jambe. À ce moment-là, on avait décidé de me garder à l'hôpital parce que justement, j'avais perdu beaucoup de sang. J'avais un caillot justement dans la jambe et il fallait me surveiller parce que j'avais encore mes fibromes utérins, parce que j'étais vraiment très faible à ce moment-là. Je me rappellerai toujours de cette nuit où j'ai eu des douleurs énormes au niveau de l'utérus et parce que j'avais mes menstruations, parce que j'avais arrêté la pilule, parce que je pense que j'étais dans un état de stress et de fatigue énorme. Je n'avais jamais eu ce type de douleur auparavant. Et je me rappellerai toujours où dans la nuit, donc où je pleurais de douleur, j'appelle pour que quelqu'un vienne m'aider. Et là, le préposé me dit qu'entre-temps, bien évidemment, il y a 10-15 minutes qui s'écoulent. Il va chercher l'infirmière revient, je lui demande un médicament et elle me dit qu'elle ne peut pas me donner de médicament. J'insiste en lui disant, écoutez, appelez le médecin parce que là, je vais mourir, j'ai énormément mal, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, elle me dit, non. En fait, c'était pas une femme, c'était un homme. Il me dit, non, ça se passe pas comme ça, on peut pas réveiller le médecin. Mais moi, je suis réveillée, moi, j'ai mal. Le médecin, justement, est là pour répondre aux besoins des patients. Et donc, le médecin n'est jamais venu. L'infirmier m'a laissée dans cette souffrance et j'ai fait une nuit blanche avec mes douleurs sans rien recevoir. Une bouillotte, même ça m'était refusé parce que c'était pas une pratique qu'il faisait. Donc le matin, quand le médecin est arrivé et qu'il m'a demandé si j'avais passé une bonne nuit, bien évidemment, je lui ai répondu non. Donc en pleurs, donc là toute la pression qui se lâche en pleurs en lui disant non parce que j'ai eu de la douleur, j'ai encore de la douleur, je trouve ça inadmissible justement de ne pas écouter la souffrance des femmes qui est objectif aussi parce que j'étais vraiment d'un point de vue très très faible et là il me dit non on peut pas vous donner de médicaments et là je lui propose donnez-moi du fentanyl. Donnez-moi du Dilodid parce que j'étais rendue à un stade vraiment où ma douleur était à 20/10.
Et là, parce que je suis infirmière et je sais très bien comment ça se passe à l'hôpital. Et là, il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie comme travail? Et là, je lui dis, je suis infirmière. Et là, il me dit, c'est normal, c'est pour ça que vous avez un sale caractère. Et de là, en fait, il m'a prescrit ce que je lui avais demandé, donc du Dilodid. Mais ça m'a laissé en fait un goût d'inachevé. Ce que vous venez d'entendre est le témoignage de Aïssatou, un témoignage poignant parmi les nombreux témoignages que reçoit chaque année le regroupement Naissances Respectées. Ce regroupement est né en 1980 du besoin des femmes de se mobiliser dans un contexte de médicalisation de l'accouchement pour se réapproprier le pouvoir de donner naissance. Le RNR est un organisme féministe provincial d'action communautaire autonome constitué de plus de 45 organismes communautaires répartis dans tout le Québec. Depuis plusieurs années, le RNR milite pour faire reconnaître et éradiquer les violences obstétricales et a inclus récemment dans sa lutte les violences gynécologiques. Si ma voix rejoint la tienne, on pourra se croiser sur le chemin. Et si on se fait confiance, on pourrait construire une alliance. Je sais que t'es là pour prendre soin de moi, mais il y a quelque chose que tu ne vois pas. C'est mon corps, c'est mon choix. Accompagne-moi, accompagne-moi. Je m'appelle Nathalie, je suis membre du regroupement Naissances Respectées et je suis impliquée auprès de cet organisme depuis 1 an et demi. J'effectue actuellement aussi une maîtrise en travail social avec concentration en études féministes sur le sujet des violences obstétricales et des représentations sociales autour de l'accouchement. Je m'appelle Lorraine, je suis coordonnatrice au RNR depuis 17 ans. Puis durant toutes ces années, j'ai collaboré à des recherches, j'ai fait des centaines d'ateliers, de formations. J'ai défendu les droits des femmes et des personnes vivant la période périnatale auprès de décideurs, de politiciens, de médecins, de plein de gens et d'élus. Et je suis moi-même mère de 4 enfants, grand-mère de 2 jeunes filles. Et j'ai vécu personnellement la misogynie, le mépris, l'infantilisation que réservent certains professionnels de la santé aux jeunes mères. Dans mon travail, je fais de mon mieux pour être une alliée et amplifier les voix des personnes vivant à l'intersection des systèmes d'oppression. Bonjour, je suis Ariane Métellus, je suis actuellement présidente du regroupement Naissances Respectées. Je suis consultante en santé des femmes. Mon parcours et mes 4 expériences de grossesse et d'accouchement m'ont amené à me pencher sur l'importance qu'on accorde à l'expérience des personnes plus marginalisées, plus particulièrement des femmes noires et issues de la diversité au Québec, dans leur expérience, surtout en santé sexuelle et reproductive et en périnatalité. Oui, bonjour, je m'appelle Sophie Médéry, je travaille au RNR depuis 2 ans, mais je collabore avec le RNR depuis plus de 5 ans à travers, entre autres, la Semaine mondiale pour l'accouchement respecté. Suite à la naissance de mes 2 filles, je suis devenue accompagnante à la naissance et je m'intéresse aux droits des femmes et des personnes qui accouchent depuis ce temps. L'année dernière, avec la Semaine mondiale pour l'accouchement respecté et le lancement de notre campagne Stop VOG, il est nécessaire de continuer à en parler parce qu'encore aujourd'hui, trop de femmes ignorent ce que sont les violences obstétricales et gynécologiques. Ignorent même si elles en ont vécu. Même quand les femmes et les personnes qui accouchent connaissent leurs droits, elles hésitent à porter plainte. Il faut comprendre que la personne qui reçoit des soins en obstétrique ou en gynécologie se retrouve dans une relation de pouvoir avec le ou la médecin et que c'est pas toujours facile de décortiquer tout ça. Cependant, pour que les choses changent, il est important de nommer ces violences-là et que chacune reconnaisse leurs droits afin de les faire respecter et de faire changer les pratiques. Donc, historiquement, lorsqu'on pense aux luttes des féministes pour les droits des femmes en santé sexuelle et reproductive, on pense tout de suite à la longue bataille pour le droit à l'avortement et son accessibilité. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas de moyen de choisir si elles voulaient être mères ou pas, ni de choisir le moment de le devenir. Les féministes ont mené de grandes luttes pour donner le choix aux femmes par le biais de la décriminalisation de l'avortement et son accessibilité, et aussi le choix de pouvoir utiliser une méthode de contraception.
Malheureusement, encore aujourd'hui, la légalité de l'avortement est toujours remise en question. Cependant, il nous semble nécessaire d'élargir la question parce que ce n'est pas normal de vivre la violence en 2020 dans un cabinet de médecin ou dans une salle d'accouchement. Par exemple, sur la question de la contraception, beaucoup de femmes se font imposer la méthode par le ou la médecin. Si une femme constate des effets secondaires qu'elle relaie à sa contraception, on va souvent lui dire que c'est dans sa tête. On voit aussi des médecins décider quand une femme devrait être stérilisée ou pas, basé sur le nombre d'enfants qu'elle a, son âge ou même son ethnicité. C'est le même principe en salle d'accouchement. On ne respecte pas la liberté de choisir des femmes et des personnes qui accouchent. Malheureusement, encore aujourd'hui, les femmes sont infantilisées quant à leur autonomie de décider pour leur propre corps. C'est ce que nous dénonçons et c'est ce qui est au cœur des violences obstétricales et gynécologiques. L'intégrité physique et la liberté de choisir pour son propre corps. Merci Sophie. Lorraine, peux-tu de ton côté nous expliquer mieux ce qui contribue à l'existence des violences obstétricales et gynécologiques? Dans le fond, on a des instruments de loi et de droit qui sont bien écrits. On a des pactes internationaux qui appuient ces droits, mais en réalité, les droits ne sont pas réellement respectés. Alors, je vais vous parler un peu des éléments de contexte culturel, etc., qui contribuent à ce non-respect. Je commence par un qui est un construit social de l'accouchement, de la santé sexuelle et reproductive comme d'un acte médical, comme d'une pathologie. Donc, on a toutes vu les images de panique au moment que les contractions commencent et lors de l'accouchement, ça abonde dans les médias. L'image d'un corps, dans le fond, incapable d'accoucher sans des experts, entouré d'experts. Alors, c'est à tel point qu'on a intériorisé cette image nous-mêmes, comme femmes, comme personnes qui veulent avoir un enfant. On se donne dans les mains rapidement d'un expert ou d'une experte. Et c'est à tel point qu'on oublie c'est qui l'agente principale de tout ça. Sophie nous parlait un peu de l'historique, de la vision sociétale de la santé sexuelle et reproductive, mais il ne faut pas oublier qu'avant, les femmes s'accouchaient elles-mêmes. Et maintenant, on les accouche. Juste ça, sémiologiquement, et que le mot « accoucher » veut dire « couchez-lui sur le dos ». Et ce n'est pas une position physiologique. Mais ce que je dis, dans le fond, c'est que les violences obstétricales et gynécologiques, ils viennent d'un construit social, de cette logique-là, que ce moment-là, que cette vie-là, sexuelle et reproductive, c'est une vie pleine de risques et de dangers. On n'est plus dans l'ère où on endormait les femmes et on opérait sur elles et elles se réveillaient, elles ne savaient pas que voici ton bébé, elles n'avaient même pas participé à l'événement. C'est sûr qu'on est ailleurs. Et donc, on se fait dire, ah ben là, ça va très bien ici. On n'est pas aussi pire que dans tel pays. Mais ce qu'on a constaté dans les recherches qu'on a faites dans les dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance, de détresse. Il y a des choses qui se passent. Les lois, les droits ne sont pas respectés. Donc, dans nos recherches, on a pu effectuer une analyse de plus de 100 témoignages qui venaient de récits. Et là, on a entendu les influences culturelles, les croyances, les préjugés, des décisions prises, ça c'est le protocole, ici on ne fait pas ça, on enlève le bébé pour faire plein de tests où on fait une césarienne qui était nécessaire, mais on n'explique pas à la mère où est son bébé. Il y a plusieurs témoignages comme ça de séparation, il y a plein de choses qui se passent ici au Québec. Donc, ces centaines de témoignages décrivaient des expériences négatives qui ont causé, comme j'ai dit, détresse, souffrance, traumatisme même, qui peuvent durer des années. Quand on les a analysés dans la recherche, on s'est rendu compte ils peuvent s'organiser sous des catégories. La façon dont les soins sont organisés, les pratiques c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait d'habitude entre eux, on apprend de nos collègues comment agir. Les protocoles qui sont mis en place, ils ne servent pas toujours la personne qui reçoit les soins. Ils servent l'intérêt ou le dictat d'efficacité, l'intérêt du système. C'est pour ça qu'on parle d'un système. Et donc, même les humains qui y travaillent sont assujettis à ce système. On a pu constater que, comme toute forme de violence, elle se manifeste d'une ampleur variable selon qui on est. Il y a un élément qui est assez clé par rapport aux violences obstétricales, c'est où elles se passent.
Elle ne se passe pas dans la rue, elle ne se passe pas dans les magasins, elle se passe dans des cabinets, elle se passe dans des espaces publics qui sont les établissements de soins. Elles peuvent se passer quand on accouche chez nous aussi. Donc, ce n'est pas un lieu plus qu'un autre, c'est plusieurs éléments. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a des individus qui peuvent avoir des attitudes méprisantes, voire même misogynes, mais ça semble être l'exception et pas la règle. La façon dont est organisé le système de santé, les décisions administratives qui mènent à une surcharge, un intérêt pécuniaire et une vision d'efficacité qui s'ajoutent aux attitudes apprises aux côtés de pratiquants qui tiennent parfois mordicus à leurs croyances. Croyances qui ne sont pas toujours fondées sur les données probantes, sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ou de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada, SOGC, ou même des associations professionnelles, comme on en a ici au Québec. C'est alors que partout au monde, on constate des taux élevés d'intervention qui ne sont pas toujours bénéfiques. Pourtant, savoir quels sont les taux, pouvoir les comparer, pourrait nous aider à comprendre les tenants culturels. Par exemple, au Québec, le taux de césarienne est près de 25 % alors que les taux recommandés de l'OMS sont entre 10 et 15 %. Quand on est en dessous ou au-dessus de ces taux, bien là, les bénéfices pour la vie des mères et des fœtus sont réduits. Même les meilleures pratiques telles qu'implantées ici au Québec, même ces choses-là peuvent oublier les besoins et les droits fondamentaux des femmes et des personnes qui accouchent. Et c'est là que ça crée un terreau où c'est possible qu'il y ait violence obstétricale. Ce déséquilibre de pouvoir est un des éléments clés menant aux violences obstétricales et gynécologiques. Mais il y a aussi des pratiques et des habitudes telles que l'épisiotomie. Ça, c'est faire une incision dans le bas du vagin pour faire sortir le bébé plus vite, mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a détresse fœtale. Parfois, on le fait par habitude. C'est ce qu'on appelle des épisiotomies de routine. On crée un trauma au niveau du vagin, on peut couper puis ça déchire plus. Quand on recoue une coupure, on passe à travers des muscles, ce n'est pas l'idéal. Et toutes les instances mondiales le disent, ils le décrivent. Au RNR, on entend des témoignages de femmes qui décrivent un personnel froid ou qui disent qu'elles ont été laissées sans soutien, sans réponse à leurs questions ou leurs peurs. Certaines qui souhaitent accoucher physiologiquement, sous leurs propres hormones, se voient imposer une série d'interventions, commençant par l'induction, l'augmentation des contractions par l'utilisation d'oxytocine de synthèse, amenant à ce moment-là l'obligation de monitorage continu, l'obligation d'être immobilisé, d'être couché sur le dos, et ces choses-là, nécessairement, peuvent augmenter la douleur et ralentir le travail. Et quand le travail ralentit, bien là, on continue. Ça s'appelle l'effet iatrogène, comme des dominos. Une intervention amène une autre. Les touchés vaginaux multiples, la présence de plusieurs différentes personnes qui observent, touchent, testent sous les lumières fluorescentes dans un environnement bruyant, contribuent à créer un environnement peu propice à l'intimité. D'autres qui souhaitent qu'on les prenne en charge parce qu'elles ont peur ou simplement parce que c'est ce qu'elles préfèrent. Bon, elles ont accès à ça ici. On veut un accouchement médicalisé, on peut y aller. On se sent mieux là, on y va. Mais même elles, qui ont choisi ça, peuvent nous témoigner qu'elles se sont senties ignorées ou bousculées ou pas respectées même dans leur demande de soulagement, de douleur ou d'information. On a fait quelque chose ici au Québec. On a mis l'accouchement, la santé sexuelle et reproductive des femmes et des personnes qui accouchent dans les mains des spécialistes. Les spécialistes à risque, qui sont les obstétriciens gynécologues. Leur job, c'est de déceler les risques, c'est d'agir en amont. Puis en plus, ils ont, eux, derrière eux, la pression des compagnies d'assurance, la pression des décideurs, la pression des administrateurs pour que les résultats soient bons. C'est comme si on disait que la personne qui va accoucher, elle n'a pas les mêmes intérêts que le système. Mais oui, elle veut que cet enfant naisse et soit en bonne santé. Donc, c'est comme si ton corps ne t'appartient plus. Donc, cette perte d'agentivité fait partie des violences obstétricales et gynécologiques. Puis la discrimination et les préjugés, ils ne se cachent pas juste parce que c'est une institution publique.
Ces institutions sont le reflet de la société dans laquelle elles se situent, le reflet de croyances, de discours dominants. Alors on peut former des bons pratiquants puis des bonnes praticiennes qui font les bons gestes, les bons actes cliniques, mais qui ne voient pas toutes les personnes comme méritant un traitement égal et équitable, qui s'impatientent devant une personne qui ne se soumet pas à leur vision, ou qui aurait requis plus de temps ou d'attention, ou même qui ne comprend pas la langue du soignant. Aujourd'hui, les voix s'élèvent. Imaginons un terrain nouveau. La dignité et le rêve, côte à côte au lieu de dos à dos. Côte à côte, côte à côte. Imaginons un terrain nouveau. Côte à côte, côte à côte. Imaginons un terrain nouveau. Lorraine parlait de l'organisation des soins, donc elle se manifeste dans l'organisation des soins, dans les protocoles hospitaliers qui sont, on peut se le dire, rigides parfois, dans les attitudes, dans les gestes, les paroles méprisantes, infantilisantes. Tu sais, ces violences obstétricales gynécologiques ont un impact important. On les banalise beaucoup, ces impacts-là. Puis en fait, on les banalise, mais ils ne sont même pas reconnus comme étant des impacts ou ayant des effets importants sur les personnes qui les subissent. Elles se manifestent aussi sous différentes formes, comme par exemple, on va parler de violence physique. Puis quand on parle de violence physique, on va parler, Lorraine en a parlé, d'épisiotomie faite sans fondement médical, sans justification médicale. On va parler donc qu'elles sont faites systématiquement. On va parler de gestes brusques. On va parler de violences à caractère sexuel. Par exemple, tu en as parlé aussi, je pense, les touchés vaginaux à répétition, sans le consentement des personnes qui reçoivent ces touchés-là. Quand j'ai mentionné les violences physiques, j'en ai oublié une qui, selon moi, est extrêmement grave. C'est un peu difficile quand on parle de ces violences-là. On ne veut pas les hiérarchiser. C'est difficile parce que des fois, c'est juste tellement flagrant qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus grave, tu sais. Puis moi, il y en a une qui me hante, si je peux le dire comme ça. Sont les stérilisations forcées. On a parlé beaucoup des stérilisations forcées des femmes autochtones. Là, on commence à voir que ce ne sont pas que les femmes autochtones qui subissent ces stérilisations forcées-là. En ce moment, j'accompagne des gens qui ont subi, et il faut le mentionner, des femmes noires qui ont subi des stérilisations forcées. Et on parle du Québec dans les 3 dernières années. Oui, ça se passe encore. Et ça, c'est une violence. Ariane, c'est quoi la stérilisation forcée? Peux-tu nous expliquer? Quand on parle de stérilisation forcée, ça se manifeste de plusieurs façons. On va parler de ligature des trompes sans consentement. On va parler de stérilisation temporaire forcée, c'est-à-dire, par exemple, faire une injection de Depo-Provera, qui est un mode de contraception, sans le consentement, par surprise, sans que la personne soit même informée que c'est ce qu'elle reçoit comme injection. Mais tu sais, stérilisation forcée, il y a la stérilisation forcée sans consentement, sans même que la personne soit au courant, mais il y a aussi la manipulation à la stérilisation. Donc, on va forcer la personne à consentir. Donc, là, on appelle la coercition. Peux-tu, dans quel contexte là, que ça peut se passer comme ça? Ça peut se passer dans le contexte d'une césarienne, par exemple, d'une césarienne d'urgence. Puis là, on amène la personne en césarienne et elle ressort, puis elle se rend compte qu'on lui a fait une ligature des trompes. Ou un cas encore plus extrême, la personne se rend compte qu'elle s'est fait faire une hystérectomie. Donc, on lui a enlevé tout l'utérus sans son consentement, sans qu'elle en soit informée au préalable. Et ces cas-là sont des cas où il n'y avait aucune justification médicale à ces actes-là. Puis, par exemple, la ligature des trompes, c'est quelque chose dont on parle avant à notre médecin traitant. C'est une discussion qu'on a. Puis même, souvent,
ce serait pas au médecin à poser la question, surtout dans le cadre d'une ligature des trompes, là. Peut-être par rapport à la contraception, parce que c'est dans le protocole. Mais si on parle, par exemple, de ligature des trompes, c'est la personne qui rentre dans le cabinet puis qui va dire, tu sais, après cet enfant-là, j'aimerais savoir une ligature des trompes. Comment on fait? Puis c'est le médecin qui met au dossier, qui met une note au dossier de la personne. Ce dossier-là est accessible à l'équipe médicale en place lors de l'accouchement. Puis s'il y a une césarienne, par exemple, OK, mais pendant la césarienne, on en profite pour faire une ligature des trompes pour éviter à la personne de devoir revenir pour une autre intervention. Donc, c'est une discussion qu'on a préalablement. C'est pas une décision qu'on prend le jour de l'accouchement. Puis surtout quand on s'en va en césarienne d'urgence, puis on va dire à la personne, par exemple, OK, ben là, on va faire une ligature des trompes. Tu sais, je veux dire, 1 est en souffrance, 2, elle s'en va en césarienne d'urgence. C'est pas le moment de prendre ce genre de décision qui est irréversible dans très peu de cas. Quand on regarde l'histoire des peuples autochtones, ben on regarde que c'était presque écrit, et je pense bien, je veux pas induire les gens en erreur, mais que c'était presque écrit dans la loi qu'il fallait stériliser les femmes autochtones. Pourquoi ça ne se transposerait pas à d'autres groupes plus vulnérables? Donc là, je parlais de femmes noires, mais on parle aussi de personnes en situation de handicap. On parle aussi de jeunes femmes. Tu sais, c'est vraiment d'enlever cette autonomie-là aux gens, d'enlever ce pouvoir de décision sur nos corps qui nous appartiennent, ces expériences qui nous appartiennent. Avec la stérilisation forcée, tu sais, dont tu parles, on a reçu aussi des témoignages, là, plutôt de femmes blanches, jeunes, justement, qui demandent, en fait, une ligature des trompes et à qui on leur refuse. Ouais. Et puis ça, c'est l'envers, parce que dans les violences, il y a aussi cette absence de soins, donc ce refus de soins. On refuse un soin, on refuse une intervention à quelqu'un. À qui appartient cette décision? C'est à la personne qui va subir ou qui va recevoir le soin. Mais là, on l'empêche de recevoir ce soin ou d'avoir accès à certaines interventions. Donc, on reçoit beaucoup plus de témoignages de femmes caucasiennes qui disent, ben j'ai demandé la ligature des trompes, on m'a dit que j'étais trop jeune, on m'a dit d'attendre un peu parce que au cas où je change d'idée. Et de l'autre côté, ben des femmes noires, des femmes autochtones, en situation de handicap ou plus marginalisées, ben on va leur faire carrément sans leur consentement. Donc là, on voit vraiment la disparité, les inégalités à l'accès aux soins. On va utiliser de langage désobligeant envers les gens. On va faire des commentaires sur leur sexualité, par exemple, à la sexualité du couple. On va parler de... Bon, là, vous m'excuserez, là. Je mets un petit trigger warning parce que ça peut être un peu cru. Mais on va parler... On a entendu des médecins dire, par exemple, « Ah, toi, ton petit vagin, j'ai hâte de mettre mon doigt là-dedans. » Je sais pas, moi, des médecins qui vont dire, ben ça, c'est un cas qu'on connaît très bien, mais des médecins qui vont dire, par exemple, au mari, au conjoint, ben son vagin va rester petit, ça va être plus amusant pour toi, tu sais, devant la personne. Puis même si c'était pas devant la personne, c'est très désobligeant, là. Et puis, on est en train de parler d'un système de santé dont l'intention est de soigner. Et donc, quand on utilise ce mot, il y a bien des gens qui font comme, ben, je fais pas de la violence. On est dans les premières années où des personnes nous appellent pour dire, j'ai fait reconnaître ce que j'ai vécu comme une agression sexuelle, j'ai accès à un psychologue, etc. J'ai voulu dénoncer ce que j'ai vécu. Je suis allée voir l'ombudsman de l'hôpital, puis il comprenait pas de quoi je parlais. C'était le 24 janvier 2014. C'est souvent, on dit que c'est la plus belle journée de notre vie, notre accouchement, quand on rencontre notre enfant. Ce qui est vrai, oui, ça a été une rencontre pour moi fantastique, une belle initiation, mais en même temps, il y a aussi
ce sentiment de goût amer qui reste gravé en moi quand je pense à cette date qui est la naissance de ma première fille. Pour ma part, ce fut un accouchement plutôt traumatique qui ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais. J'ai vécu plusieurs, je dirais, violences obstétricales, mais celle qui m'a marqué le plus et qui me marque encore le plus à ce jour fut un geste qui a été commis et qui a duré quelques secondes, et pour la personne qui l'a commis, et probablement, c'est sûr qu'il s'en souvient pas, c'est anodin, mais moi je l'ai vécu vraiment comme une violence sexuelle lors de mon accouchement. C'était à la toute fin, donc après un travail très, très, très intense, très difficile de 15 heures, une poussée de 3 heures avec épisiotomie, hémorragie, détresse respiratoire de ma fille. Finalement, tout était rentré dans l'ordre. J'avais mon bébé nouveau-né sur moi et j'essayais de me remettre dans ma bulle de cet accouchement et de faire, de travailler le lien d'attachement avec mon nouveau-né. Quand cet homme est rentré dans ma chambre, j'avais encore les 2 jambes en l'air dans les étriers parce que j'avais déchiré au 3e degré, il fallait qu'on me fasse des points de suture. Mais cet homme est rentré dans ma chambre et sans même me regarder, avec un air un peu condescendant, a juste pris son pouce et me l'a enfoncé dans l'anus. Tout bêtement comme ça, sans rien me dire, sans me préparer. Et moi, je n'étais pas gelée, donc bien sûr, j'ai tout senti. La première réaction que j'ai eue fut « Can you be more gentle? » Ce fut de sortir encore la lionne en moi et la militante en moi, de dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça n'a pas de bon sens. » Et il m'a juste répondu comme si j'étais une vraie épaisse, Well, I have to repair you. Il faut que je te répare, voyons. T'sais. Ouais, ça prend 2 secondes, dire bonjour, je vais juste vérifier si vous avez déchiré à l'anus. Et ce qui me choque, c'est que jamais on accepterait qu'un médecin, une infirmière, peu importe, quelqu'un du corps médical, entre dans une chambre d'un patient et lui enfonce un doigt dans un orifice sans même le préparer, sans même lui dire bonjour. Ce serait vu comme un viol. Mais d'une femme qui vient d'accoucher, qui est hyper vulnérable, là, c'est pas grave, c'est correct, c'est normal, c'est perçu comme normal. Un geste posé il y a 6 ans a encore répercussion aujourd'hui, même dans ma vie sexuelle. Vous venez d'entendre le courageux témoignage de Marie-Hélène. Nous allons maintenant faire un tour d'horizon de vos droits en santé. Si vous désirez en apprendre davantage, nous vous suggérons de consulter le site www.vosdroitsensanté.com. Nous vous encourageons également à consulter le site du Collège des médecins du Québec, sur lequel vous trouverez les directives pour déposer une plainte ainsi que le formulaire à remplir. Tout d'abord, il est important de savoir que chaque personne a des droits sur son propre corps. Le droit à l'inviolabilité, à l'intégrité, à la dignité et à l'autonomie. On considère donc que la personne a le droit au respect. Elle a le droit de faire des choix la concernant, de disposer de son corps comme elle veut, quelle qu'en soit la nature ou les conséquences. Comme dans les cas d'agression sexuelle, le consentement aux soins, particulièrement en obstétrique et en gynécologique, est un point central des violences que peuvent subir les femmes et les personnes qui accouchent. Des témoignages affluent concernant le non-respect de ce droit au Québec. Pourtant, l'article 11 du Code civil du Québec stipule « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n'est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement. » Cela signifie par exemple que l'insertion, même par un ou une professionnelle de la santé, de leur doigt dans votre vagin, doit se faire après vous avoir clairement demandé votre consentement. Sinon, cet acte constitue une agression.
Il est important de souligner que le consentement n'est valide que s'il est libre et éclairé, donné par la personne elle-même ou un tuteur légal, de façon verbale ou écrite, et qu'il peut être retiré à tout moment. Le consentement, c'est donc un processus continu et perpétuel qui ne s'arrête pas tant que l'épisode de soins n'est pas terminé. Ça signifie qu'à chaque nouvel acte, votre consentement est requis. La notion de consentement libre signifie que la personne a donné son consentement sans influence indue, pression, menace ou intimidation. Le consentement éclairé signifie quant à lui que la personne doit être en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Donc là où la professionnelle de la santé doit partager avec son ou sa patiente toutes les informations pertinentes afin que la personne puisse prendre sa décision et ce dans un langage clair et accessible. Donc vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez et vous avez droit à des explications que vous êtes en mesure de comprendre. Pour lire sur les droits que nous venons d'aborder, nous vous référons à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, à l'article 9 de la loi sur les services de santé et les services sociaux, l'article 10 et 11 du Code civil du Québec, à l'article 265 du Code criminel, et enfin, il faut savoir que ces droits sont également reconnus par le Code de déontologie des médecins aux articles 4, 28, 29 et 30. C'est important de rappeler que le fœtus n'a pas de statut juridique, ni au Canada, ni au Québec. Il n'est donc titulaire de aucun droit. Il n'a pas les mêmes droits que la mère et en conséquence, il ne détient pas des droits qui pourraient limiter ceux de la mère. On voulait vous partager les mots de Martin Wickler, qui est médecin à la retraite et écrivain. Respecter, ça ne veut pas dire adhérer. Ça veut dire, plutôt que de perdre son temps dans un bras de fer « j'ai raison, tu as tort », essayons de trouver un terrain commun. Une relation de soins, ce n'est pas un rapport de force. Martin Winkler, Le cœur des femmes, 2009. Peut-être il y a des auditeurs et des auditrices qui ne savent pas ce que c'est le monitoring fœtal en continu. Je peux l'expliquer. Le monitoring fœtal, déjà, c'est pour écouter le cœur du bébé, pour s'assurer que le cœur du bébé va bien et donc qu'il n'est pas en difficulté. Le monitoring en continu, donc c'est qu'on met des ceintures autour de la femme et elle est branchée à une machine qui capte le cœur du bébé en continu, ce qui fait que ça va limiter ses déplacements, entre autres. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est déconseillé par des institutions internationales? Déjà parce que, premièrement, ça limite beaucoup les déplacements de la femme. On va souvent, entre guillemets, presque obliger la femme à rester couchée, ce qui n'est pas favorable pour l'accouchement. Ensuite de ça, il peut y avoir des erreurs ou des paniques. En fait, il n'y a pas de... c'est pas prouvé scientifiquement que ça améliore la santé des bébés ou des femmes. Un monitoring intermittent, donc juste avec un Doppler, quelques minutes ou 30 minutes, c'est ça les recommandations officielles. J'avais entendu le témoignage d'une femme récemment dans un atelier que j'ai animé et elle expliquait qu'ils lui ont imposé en fait le monitoring fœtal en continu et donc ça c'était quelque chose, un témoignage, ça faisait 2 ans. Et ce qu'elle disait, c'est vraiment... Elle a dit je me sentais comme dans une prison. Ils lui ont interdit de bouger, ils lui ont interdit de boire, de manger, de se lever. Et elle voulait se mettre sur le côté parce qu'elle se sentait mieux sur le côté. Et à chaque fois, l'infirmière arrivait en courant dans la chambre parce que quand elle se tournait, ça déplaçait le monitoring fœtal. Donc, elle disait, je me faisais engueuler. Et je devais me remettre sur le dos. Oui, puis ce qu'on remarque souvent aussi, c'est que dès que le moniteur est branché à la machine, on ne porte plus attention à la femme. On écoute juste la machine, on regarde les chiffres variés. Il y a une ceinture pour mesurer les contractions, l'autre pour le cœur, puis même pour les contractions, on va se fier à la machine, pas à la femme. Donc, ça déplace carrément le centre d'attention. Là, c'est un vrai témoignage où ce qu'une femme est en train avoir des grosses contractions, puis elle dit que j'ai envie de pousser, puis l'infirmière lui dit, ben non, t'as pas de contractions, regarde la machine, il n'y a rien là. Mais oui, je les sens. Donc, elle est dans son corps, elle vit quelque chose et on ne la croit pas, puis en bout de ligne, la machine n'était pas branchée.
Puis ça m'a fait penser à l'errance médicale aussi. Quand une femme va chez le médecin, chez le gynécologue, par exemple, puis dit « j'ai un problème, j'ai mal, j'ai quelque chose, il se passe quelque chose dans mon corps », puis on la renvoie. Souvent, on dit « non, c'est normal, ce sont tes règles » ou « c'est normal, les règles, ça fait mal ». Puis, tu sais, parce que je pense à, si on parle de violence gynécologique, tu sais, je pense à fibrome utérin, endométriose, syndrome d'ovaire polycystique, où ce sont des maladies, des pathologies qui sont souvent diagnostiquées très tard. Les choses ont déjà fait leur ravage correctement. Puis, tu sais, ce qu'on entend, c'est l'errance médicale. Donc, on les renvoie à d'autres médecins, à d'autres spécialistes. On leur dit qu'elles exagèrent ou qu'elles n'ont pas vraiment mal ou que c'est normal. Tu sais, tout ça, ça contribue aux violences aussi. Ça fait partie des violences. On parle de racisme, puis il faut se poser la question, puis c'est une question qui revient souvent, c'est quand on parle de formation, comment ça se fait qu'il y a certaines pathologies qui ne sont soit pas enseignées parce qu'on voit que des infirmières, des médecins connaissent même pas, par exemple, le fibrome utérin, ils connaissent même pas, savent pas c'est quoi. Le fibrome utérin, c'est une masse qui est bénigne dans ou autour de l'utérus. Puis, ben, ils savent même pas c'est quoi. Puis quand on regarde, ben, c'est une maladie qui touche proportionnellement beaucoup plus les femmes afrodescendantes que le reste de la population. Donc, tu sais, il y a comme... Des fois, les gens veulent dire, oui, mais il ne faut pas remettre tout le temps la race. Mais oui, parce qu'à un certain moment donné, il faut vraiment se poser les bonnes questions, tu sais. Puis, donc, je pensais que c'était important de parler aussi de cette non-compétence des médecins et pas d'une façon péjorative, mais de dire qu'il y a un bout de formation qui manque. Puis aussi, où on ne croit pas les gens. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'études pharmaco qui vont tester des médicaments uniquement sur le corps des hommes, puis après les appliquer sur le corps des femmes. Fait qu'il y a encore beaucoup de biais sexistes là-dedans. Puis pour l'endométriose, moi, j'entends souvent des commentaires de « ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je me traîne chez le médecin ». Des fois, c'est des refus de tests. Non, je te dis, c'est vraiment dans ta tête, ça vaut pas la peine qu'on fasse des tests. Puis elles vont insister pendant des années avant que ça soit. Fait que ça, c'est une violence incroyable. Je veux dire, fais-le, le test. Au pire, ça va être négatif, là. Mais donc, il y a besoin de statistiques. Il y a besoin de plus de recherches là autour. Aussi, la formation auprès des professionnels de la santé, des intervenants aussi. C'est de la formation précise. De la sensibilisation. Tu sais, oui, il y a la formation, mais c'est aussi la sensibilisation. Je pense qu'une personne de confiance, quelqu'un qui peut agir en tant que témoin, puis c'est pas pour être alarmiste ou pour que les gens se braquent, mais c'est vrai que ça fait une différence quand on arrive seul quelque part, et ça, je pense, dans n'importe quel contexte, ou quand on arrive à deux, puis qu'on arrive préparé, aussi qu'on arrive préparé avec des questions précises. Tu sais, qu'on prenne le temps, puis des fois qu'on s'affirme. Parce que, puis je sais que ça peut être difficile, mais il ne faut pas avoir peur, tu sais. Si ma voix rejoint la tienne, on pourra se croiser sur le chemin. Si je te fais confiance aussi, j'entendrai vraiment ce que tu me dis. Je sais que c'est toi qui décideras. Il y avait quelque chose que je ne voyais pas. C'est ton corps, c'est ton choix. Je serai là, juste au corps. L'épisiotomie, c'est un acte médical qui est le fait de couper la peau du périnée, ce qui va faire que le bébé va sortir plus vite parce qu'on agrandit l'espace. Donc, ça va être utile en cas de détresse fœtale. Si vraiment le bébé est bien engagé, qui est presque là, mais qu'on a des inquiétudes au niveau de son cœur, mais là, c'est indiqué de faire une épisiotomie, mais c'est la seule raison. Dans les années 70, on les faisait de routine, entre autres parce qu'on pensait que ça pouvait prévenir les déchirures naturelles et qu'une épisiotomie allait guérir mieux qu'une déchirure naturelle.
Depuis ce temps-là, les études ont renversé cette croyance-là, c'est-à-dire qu'une déchirure naturelle va guérir plus vite qu'une épisiotomie. Mais encore, ça se fait de routine, souvent parce que le médecin est pressé, tout simplement, ou parce que c'est encore dans sa pratique, qu'il n'a pas changé sa pratique depuis ce temps-là. Mais aussi, il y a toutes les normes d'une poussée, ça devrait durer 2 heures à ton premier bébé, tant de temps à ton deuxième. Donc, une fois qu'on a dépassé le 2 heures, souvent les médecins, ils aimeraient faire une épisiotomie pour que ça finisse. Moi, mon exemple personnel, à mon premier bébé, la seule chose que j'étais certaine que je ne voulais pas, c'était une épisiotomie. Et j'avais amené une de mes amies avec moi pour être certaine que le médecin ne me fasse pas d'épisiotomie. Puis, pendant que j'ai poussé, elle a dit au moins 5 fois parce qu'il s'approchait de ses instruments pour faire une épisiotomie. Elle était carrément à côté du médecin, puis c'est quand même essayé 5 fois. Puis quand je suis retombée enceinte de ma deuxième, j'ai fait le choix d'accoucher à la maison. J'ai trouvé des sages-femmes. C'était un accouchement qui était plus rapide, mieux, où j'ai presque pas senti mes douleurs. L'intensité était là, mais je me suis sentie vraiment comme si c'était moi qui l'avais toute faite au complet, là. Les sages-femmes étaient vraiment juste là en assistance. Puis, ça m'a vraiment empowered. Je sais pas comment on dit en français, là, mais... Parce qu'après, ça m'a donné le goût, en fait, d'être accompagnante à la naissance. Bien, ce sont mes expériences de grossesse, d'accouchement, finalement, qui m'ont amenée à la périnatalité. À la santé, c'était beaucoup avant, là. Je me suis toujours intéressée à la santé, sur tout ce qui était naturel, puis à découvrir des choses. Mais la périnatalité, vraiment, ce sont mes expériences de grossesse et d'accouchement. Il faut comprendre que j'ai eu 4 césariennes. 4 césariennes que je ne voulais pas. La première était, c'était une césarienne d'urgence après 21 heures environ de travail, puis en milieu hospitalier. J'étais jeune, j'avais instinctivement ce besoin et cette envie d'avoir un accouchement naturel, mais sans plus. Tu sais, donc, ça implique quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Je veux dire, je savais absolument rien, sauf que je voulais un accouchement naturel. Et malheureusement, j'ai eu tout le contraire de ce que je souhaitais, même au point d'être sous anesthésie générale pendant la césarienne, la première. Donc, c'est qu'à chaque fois que je tombais enceinte, j'en apprenais un peu plus. Donc, c'était pas tant au niveau des droits, moi, c'était vraiment, mais au niveau de l'information, de l'éducation auquel j'avais accès. À chaque fois, j'en apprenais un peu plus. Puis je me disais, mais pourquoi j'ai pas su ça dès le premier? Donc, c'est comme ça que je suis allée finalement prendre une formation, suivre la formation d'accompagnante à la naissance. Ben, parce que je suis une femme noire, ben, j'ai eu certains commentaires de médecins par rapport à mon background culturel qui m'ont fait me poser beaucoup de questions sur, OK, quand tu dis que oui, mais vous, les femmes noires, vous avez un bassin plus étroit, c'est pour ça que tu as eu une césarienne. Ah, intéressant. Ben, on va aller chercher. Est-ce que je peux aller chercher de l'information là-dessus? Non, j'avais aucune information. Donc, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser justement à cet aspect plus culturel, plus... OK, mais les jeunes mamans, parce que j'étais jeune quand j'ai accouché de mon premier. Donc, tous ces groupes-là, finalement, plus marginalisés, auxquels on ne fait pas trop référence, qui sont oubliés, mais c'est eux qui m'intéressent. Au moment de mon premier accouchement, tu sais, ils étaient une équipe de 7 hommes, médecins, à l'hôpital où j'ai accouché, puis un après l'autre m'ont traité avec tellement d'infantilisation, puis de mépris, puis de questionner, mais tu connais pas ton corps, puis qu'est-ce que tu en sais, puis... OK, j'étais jeune aussi, mais j'étais têtue déjà. Alors, ça m'a comme convaincue que j'avais le droit de vouloir ce que je voulais. J'ai changé de médecin 5 fois. À 18 ans, imagine, là, des fois, je fais... Comment j'ai fait ça? Je savais même pas que j'avais le pouvoir de dire non à toutes ces personnes-là. Et en bout de ligne, c'est après d'autres femmes qui m'ont raconté qu'il y a d'autres façons d'accoucher et que j'ai trouvé un médecin, je l'ai appelé, puis j'ai dit, est-ce que vous faites des accouchements à domicile? Oui. Ben, OK, merveilleux. Puis
Son bureau était chez lui. On avait les rendez-vous. Non. Le jour de l'accouchement, il arrive avec un livre, puis il s'assoit sur la galerie. Il dit, ben, tu m'appelles si tu as besoin de moi. Moi, j'ai décidé de m'impliquer. C'est vraiment quand je me suis rendu compte que c'était un enjeu féministe, en fait. Parce que moi, je suis féministe depuis toujours. Et je connaissais, mais rien du tout à la périnatalité. Rien. Et en fait, ça m'intéressait même pas. Non, mais c'est vrai. Et alors, quand je me suis rendu compte de ce qui se passait, quand je vous ai rencontré, là, je suis tombée du 5e étage et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est une aberration. Je veux dire, c'est ahurissant. Et puis voilà, bon, mon sentiment d'injustice a embarqué. Et je me suis dit, ouais, non, il faut lutter, il faut dénoncer. Salut, je m'appelle Ariane Dita, je suis une artiste, j'ai 31 ans et en 2017, j'ai donné naissance à Lenny, mon fils. C'est mon premier enfant. La grossesse s'est relativement bien passée. J'ai pas eu de complications ou de grossesse à risque ou quoi que ce soit. J'ai été suivie par une médecin qui est vraiment super, qui est très à l'écoute, très humaine, dans une clinique, quelque chose de très rassurant, comme on dirait quasiment une petite maison. Donc, de ce côté-là, ça s'est bien passé. Puis, finalement, mon accouchement s'est pas super bien passé, puis je blâme personne, ni moi, ni le personnel médical. Je pense que ça arrive dans la nature de temps en temps. Puis moi, j'ai peut-être pigé ce numéro-là à la loterie de la naissance. Donc, ça s'est terminé en césarienne. D'urgence. Mon bébé est né, par contre, il est né en santé, il n'y a aucun problème, mais il était très lourd, il pesait 10 livres. Puis, moi, ben ça m'a d'avoir forcé pendant quasiment 24 heures à essayer de le passer par voie vaginale pour finalement me faire opérer. Ça m'a laissé assez affaiblie, disons, physiquement. Puis, ça a été assez difficile de me relever de cette épreuve-là. Donc, je me rappelle que dès le moment où je suis revenue dans ma chambre après l'opération, après être allée en salle de réveil, la première chose que je me souviens, c'est vraiment qu'il y a 2 infirmières qui se pitchent dans ma chambre pour me faire allaiter mon bébé. Puis, je me souviens qu'on m'a posé la question très rapidement, genre, veux-tu allaiter? Puis, j'avais les yeux fermés, puis j'étais vraiment dans les vapes, puis encore probablement sous l'effet de la drogue d'anesthésie. Puis, j'ai dit oui, mais je me demande à quel point mon consentement était honnête à ce moment-là, parce qu'à cause des drogues, puis à cause de l'état dans lequel j'étais, mais bref, au moment où j'ai dit oui, elles se sont rivés sur moi, ils ont sorti mon sein de ma jaquette, puis ils ont commencé à mettre mon bébé au sein, puis je me rappelle, j'étais comme entre l'éveil puis le sommeil, puis je comprenais pas trop ce qui se passait, puis tu sais, je venais juste de me faire une césarienne, c'est quand même très intense comme intervention physiquement, surtout d'urgence, là, tu sais, c'est comme une opération abdominale majeure, puis je me rappelle que c'était comme si il était chez nous un mardi matin puis que j'étais en pleine forme, la façon qu'il agissait avec moi, c'est comme ça prenait pas du tout en considération le fait que probablement je devrais plus me reposer, dormir que de commencer tout de suite un nouvel apprentissage avec mon bébé comme aussi intense que l'allaitement. Bref, sans surprise, le lait est pas venu. Donc, il a fallu peser bien fort pour qu'il y ait 2 petites gouttes de colostrum que finalement, c'est mon chum qui a donné au bébé dans une petite coupe en plastique parce qu'on sait que il y a pour moi, c'est une croyance, là, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de contourner ça, mais bref, on dit que le bébé, s'il prend un biberon, va devenir paresseux, alors que je connais plusieurs situations dans lesquelles ça s'est très bien passé aussi. Mais bref, fait qu'il a bu ses premières gouttes de colostrum à la coupe. Le lendemain, ça a été la même chose. Il y a très peu de questions sur comment je me sens, si j'ai mal, est-ce que, tu sais, comme mes inconforts, comment je me sens, etc. Mais toutes les interventions des infirmières étaient vraiment, vraiment axées sur l'allaitement, puis si mon bébé prenait le sein, puis je pense que j'ai dû voir 6 infirmières différentes qui se passaient la POC pour essayer de mettre mon bébé au sein. Puis
il n'y avait rien qui sortait, mais absolument rien. Puis à un moment donné, on pensait qu'il y avait quelque chose qui sortait parce que le bébé était capable de prendre le sein, mais il n'y avait aucun lait. Donc, je me rappelle mon bébé qui, à un moment donné, je voyais mon sein, c'était pas du lait qui sortait, c'était du sang. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il buvait mon sang. Puis, étant donné qu'il n'avait pas bu depuis sa naissance, il commençait de plus en plus à être complètement en panique, là. Il criait sans arrêt, il était inconsolable, on ne pouvait pas dormir de la nuit. Puis, personne semblait comme trouver ça plus important que mon bébé boive au sein, tu sais. Donc, finalement, il y a une infirmière qui est venue dans la nuit parce que ça devait réveiller de toute façon toutes les autres mamans, tous les autres bébés sur l'étage, tellement il criait fort. Elle l'a pris, puis elle l'a amené à la pouponnière. Puis quand il est revenu avec, il pleurait plus. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, ben, j'y ai donné un biberon, là. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient trouvé ça aberrant. « Oh non, faut pas lui donner un biberon, il va pas vouloir prendre le sein, il faut qu'il prenne mon sein. » Mais moi, c'est là que j'ai réalisé, ben oui, il a pris un biberon, là, il a plus faim, il a bu, puis il dort, puis je peux dormir. Fait que là, je me suis dit, bon, ben le biberon, let's go, tu sais. Puis dans les prochains jours, j'ai vraiment dû me battre pour demander de la formule aux infirmières de jour. À chaque fois, on me faisait sentir comme si j'avais pas essayé assez fort, comme si, tu sais, non, ma belle, va falloir que tu essayes encore un peu. Je te la donne pas tout de suite, tu sais, comme si j'étais vraiment un enfant en maternelle, alors que techniquement, je suis censée d'avoir le droit de choisir parce que mes seins, mon lait, c'est mon corps aussi, puis j'aurais le droit même d'avoir une production abondante, puis de pas vouloir, pour des raisons personnelles, vouloir donner le sein à mon bébé, tu sais. Puis bref, je me suis vraiment pas sentie respectée là-dedans. Je me suis vraiment sentie comme une vache. Une vache laitière. Puis une fois retournée à la maison, j'étais obsédée par cette idée d'allaiter. Probablement à cause de l'agressivité avec laquelle on a essayé de me l'imposer, mais aussi à cause de tout ce qu'on nous dit quand on vient aux nouvelles mamans ou aux futures mamans. Comme de quoi l'allaitement, dans le fond, c'est pas tant un choix, c'est vraiment comme essentiel. Ça prévient le cancer, ça prévient la gastro, puis tu sais, des fois, ça va jusqu'à l'autisme, puis des affaires, le quotient intellectuel, puis tu sais, c'est devenu pour moi quasiment psychotique. Je me sentais déjà comme de la marde physiquement, mais là, c'était mentalement, est-ce que je suis adéquate? Même si je savais que le biberon, c'était correct, il y a une autre partie de moi qui me faisait violence à moi-même. Puis ça a été une semaine infernale dans laquelle j'ai commencé une profonde dépression postpartum qui probablement flirtait avec la psychose, comme je disais plus tôt, jusqu'à ce que l'infirmière du CLSC vienne chez nous. Puis encore une fois, très peu de questions sur moi, ma cicatrice, tout ça. Beaucoup de questions sur l'allaitement, grosse mise au sein, on pèse fort, la position du ballon de football, toutes ces affaires-là. Je me rappelle que je pleurais pendant qu'elle mettait le bébé au sein, puis là, elle disait à mon chum, « Ah, mais là, maman, il faut qu'elle se repose. » Puis moi, je me disais, « Mais comment tu veux que je me repose? Si tu me donnes une job, mon corps, il produit pas de lait. Tu veux que j'apprenne comment allaiter un enfant sans arrêt pour que mon corps produise du lait, mais comment tu veux que je me repose? Ça fait aucun sens, qu'est-ce que tu dis? » Puis, elle a regardé ma cicatrice 2 secondes parce que ça me faisait extrêmement mal. J'avais l'impression de me faire poignarder à chaque fois que je bougeais. Puis, elle a dit que c'était super beau, qu'il n'y avait pas de problème. Finalement, elle est partie. Puis, comme le lendemain, ma cicatrice de césarienne s'est ouverte. Elle s'est rompue. Il y a du pus puis du sang qui commençait à sortir de là. J'étais littéralement comme en train de m'éventrer. Puis, je suis retournée là où j'ai accouché. J'ai attendu 5 heures dans la salle d'attente en pleurant avec une robe pleine de pus puis du lait. Là, la montée de lait était arrivée. Entre-temps, j'avais la robe pleine de lait. Puis, j'avais pas d'endroit pour pomper mon lait. Puis, mon bébé naissant était avec moi à l'urgence. Finalement, ma mère est venue chercher le bébé. Elle l'a amené chez elle. Puis, on m'a hospitalisée. J'ai été hospitalisée 4 ou 5 jours. Je me souviens plus exactement. Puis pendant ces 4 ou 5 jours-là, j'étais à moitié consciente parce que j'ai pris du Dilaudid beaucoup. On m'a fait des échographies de plaie, on m'a fait des IRM un scan de ma plaie pour voir s'il y avait des abcès, des choses à l'intérieur. Finalement, j'avais une cellulite.
j'avais une infection de plaie, donc on m'a mis des mèches, on m'a drainé les fluides. En tout cas, c'était extrêmement intense. Puis même au moment où j'étais hospitalisée, étant donné que j'étais sur l'étage à gynéco, il y a des infirmières, celles qui venaient me voir juste pour vérifier ma mèche, ma plaie, me donner ma dose d'antibio, changer mon soluté. Elle se sentait apte ou elle justifiait le fait qu'elle elle pouvait me donner aussi des conseils d'allaitement, même si c'est absolument pas pour ça que j'étais hospitalisée. Donc, il y a même une infirmière qui m'a touchée sans mon consentement pour vérifier si j'avais de l'engorgement. Puis elle m'a dit, ben là, tu commences à être engorgée, fait que moi, si j'étais toi, je demanderais à ce qu'on t'amène ton bébé à l'hôpital. Puis là, je disais, ben non, mais j'ai une pompe. J'aime pas ça allaiter. Je veux pas allaiter mon bébé naissant dans un hôpital, des maladies nosocomiales, tout ça. C'était comme, ouais, mais une pompe, c'est pas comme un bébé. Puis déjà là, on me faisait sentir mal d'être extrêmement malade à l'hôpital, hospitalisée dans une chambre, branchée sur un antibiotique, droguée sur des morphiniques. Puis on voulait quand même... On pensait juste à mon lait. Puis je me disais, mais coudonc, c'est-tu une secte, l'allaitement? Genre, pourquoi je suis plus un être humain tout d'un coup? Si je m'étais fait frapper par un char, là, il n'y a personne qui viendrait m'écœurer avec qu'est-ce que je fais ou je fais pas avec mon enfant, puis je comprends pas pourquoi là, j'ai le droit... ces gens-là se donnent le droit, se sentent... je cherchais le mot tantôt, mais tu sais, entitled en anglais, mettons. Je comprenais pas pourquoi ces gens-là se sentaient entitled de venir me donner des conseils non sollicités sur la façon dont mon enfant devrait être nourri, même quand je suis hospitalisée à l'hôpital. Et bref, quand je suis revenue chez nous, ben ça a été un processus de guérison psychologique assez intense. Il a fallu que je me convainque puis que je sorte de ma psychose, que dans le fond, on s'en fout. Puis c'est vrai, on s'en fout du lait maternel. Le bébé doit boire. Il doit boire quelque chose de sécuritaire, adapté à son âge, du lait maternisé ou de la formule, appelez ça comme vous voulez. C'est sécuritaire pour un enfant. Vous venez d'entendre le témoignage de Ariane qui nous amène à la conclusion de ce balado. Bien que les violences obstétricales et gynécologiques aient souvent lieu dans le milieu médical et en présence de médecins, nous reconnaissons que ce ne sont pas tous les intervenants et toutes les intervenantes en santé qui font subir aux personnes recevant des soins et des services ces types de violences, ni même qui les cautionnent. Nous reconnaissons également que les intentions du personnel médical sont généralement nobles. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire, tel est le serment des médecins. Cet épisode n'est pas non plus une remise en question de la nécessité d'existence de la profession de gynécologue et d'obstétricien. C'est plutôt une invitation au dialogue et à la collaboration pour que les professionnels puissent exercer leur métier comme il se doit et que les femmes et les personnes qui accouchent ou qui consultent pour leur santé sexuelle et reproductive soient respectées et considérées. Ces violences existent et il est important qu'elles soient reconnues pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous considérons que c'est tout un système de prise en charge de la santé sexuelle et reproductive des femmes, des hommes trans, des personnes non-binaires, bispirituelles, intersexes, des lesbiennes, des bisexuels et des individus au corps jugé non conforme qui doit être remis en question, particulièrement lorsque ces individus sont racisés. Nous remercions les femmes qui ont courageusement accepté de partager leur histoire avec nous. Je sens vraiment qu'on est à un moment historique aussi où il y a possibilité de retrouver le pouvoir de décider ce qui se passe dans notre corps, ce qui va se passer, comment on va vivre cette sexualité. Et je suis heureuse quand même d'être ici dans ce moment de l'histoire, là. D'être avec vous, de parler de ça, que la commission nous demande de jaser de ce sujet. Il était temps. Aujourd'hui, les voix s'élèvent. Imaginons un terrain nouveau. La dignité est le rêve, côte à côte au lieu de dos à dos. Côte à côte, côte à côte, imaginons un terrain nouveau. Côte à côte, côte à côte, imaginons un